Donc voilà, commençons par le Competitive Innovation, avec une petite intro en plus qui est fort sympathique. En 2013, le film Pacific Rim est sorti en salle. Il s'agissait d'un film de monstres réalisé par Guillermo del Toro qui opposait des monstres géants appelés kaiju, venus d'une autre dimension, à l'humanité et à ses Jaegers construits à la hâte. Des machines guerrières tout aussi monstrueuses sous le contrôle de deux ou plusieurs pilotes reliés par des neurones. Il s'agissait d'un film de monstres amusant, original et visuellement spectaculaire, doté d'un grand nombre de talents pour renforcer son intrigue et ses dialogues. En tant que film, il s'agissait exactement ce qu'il était et ne perdait pas de temps à essayer de trouver une sensibilité plus profonde. Il ne s'agissait que de combats à l'échelle apocalyptique et de l'image impressionnante de géants se battant à mort. C'était un classique culte instantané. C'est vrai que pour tous les grands fans d'anime ou de manga mecha, dont les Gundam, pour les plus anciens Goldorak, et encore avant c'est Maiden Gazer, quelque chose comme ça. Et bien du coup Pacific Rim, on l'a tous aimé. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé, et c'est vrai que c'est un film qui ne prétend rien d'autre que d'être un film qui laisse s'affronter des gros robots et des gros monstres. Puis en 2018, la suite de Pacific Rim, Uprising, est sortie. Cherchant à tirer profit du succès de l'original, la suite passe un temps excessif à construire une backstory pour les personnages qui est à la fois précipitée, bidimensionnelle et d'une certaine manière irritante et sans joie. C'est vrai que le deuxième était un peu nul à chier par rapport au premier. Rien de tout cela n'implique l'action à fort enjeu que l'original offrait tôt et souvent. Les dialogues ressemblent à ce qu'un adolescent imagine être une relation adulte, avec des blagues maladroites et des discours bizarres qui ressemblent plus à un jeune Anakin expliquant pourquoi il déteste le sable qu'à une bande de héros Top Gun-esque de l'humanité se pavanant en faisant des trucs cool dans de gros robots. Et cela, bien sûr, avant d'en arriver au trou de l'intrigue si gros qu'on pourrait y piloter un Jaeger. En fin de compte, ce n'est simplement pas amusant et c'est plutôt ennuyeux. Dès que l'action commence à s'intensifier, vous vous retrouvez à penser tout autre chose qu'au film que vous avez devant vous. Et une fois que vous avez perdu le plaisir, il ne reste plus grand chose. Alors je vais mettre mes lunettes parce que là mes yeux sont en train de sauter des lignes. Nous voici donc à la deuxième semaine de Competitive Innovation, ma suite. On retrouve les mêmes grands méchants qui s'affrontent, nos kaiju, connus sous les noms de code Malacepter et Harpy. Donc Malacepter, c'est le Malcepteur qui s'agite sur les tables et font des ravages dans les villes du monde entier. Mais en cette deuxième semaine, les mêmes vieilles listes et les mêmes résultats ne sont plus intéressants s'ils l'ont jamais été. C'est ennuyeux. De petits points lumineux brillent ici et là, montrant la promesse de ce qui pourrait être dans cette méta avant d'être noyé dans une mer de chitine et de constructions identiques. La suite est toujours pire. Ce ne sera pas différent. Donc on va commencer par le tournoi Motor City Mayhem, 170 joueurs, 9 rondes Super Major dans Southfield, dans le Michigan, donc toutes les listes sur Base Cospering si vous avez un compte premium. Donc on a un showdown Tyrannide contre Tyrannide, ouh là là, dis donc, dites-moi que c'est intéressant, mais à part ça les Tyrannides c'est pas pété. Bref, donc là on a quand même une liste Kraken, contre une liste, il me semble, Léviathan, c'est ça. Donc on va aller observer la liste Kraken. On a un Neurotrope en... Est-ce qu'il est Warlord? Non, c'est le Windjet Tyran qui est Warlord. Donc je conseillerais plutôt de mettre le Neurotrope, hein, évidemment, pour éviter de laisser un assassinat à 4 points sur le Tyran. Donc Neurotrope, Catalyseur, Onslaught, Smite, Synaptic Lure, donc ça c'est le pouvoir du Kraken. Le pouvoir du Kraken, il me semble que c'est un plus un bless... Non, c'est une relance du jet de charge. C'est le Behemoth ou c'est un plus un bless. Donc ça, Synaptic Lure, ça vous permet de relancer votre jet de charge. Ensuite, on a un Tyran ailé avec la glande adrénaline, le Lash Whip and Bone Sword, l'Onslaught, le Paroxysme, l'Obliterax en relique. Bon là, on est vraiment sur du classique, hein, puis la Philopane 9.5 sur le trait de Seigneur de Guerre. Ensuite, on a quoi? On a Gargouille, une unité de 10 Gargouilles, une unité de 10 Ormagaunt, unité de 3 Tyrannides, donc on est assez léger. Côté Kraken, au niveau des troupes, j'aurais imaginé peut-être 2 unités de Gargouille pour aller chercher un Ashmoon Data. Ensuite en élite, on a un Death Sleeper, donc avec son trait de Seigneur de Guerre, hein, qui le rend super OP et compte pour 5 figurines. On a un Aruspex, et ça on peut dire que c'est un changement dans les listes Tyrannides. Donc on a mis l'adaptation physiologique, donc le Dermic Symbiosis, c'est l'invulnérable à 4+. Alors on a un Aruspex. Alors un Aruspex, c'est quoi déjà comme body?
En body, c'est quand même endurance 8, 15 points de vie, donc il a la base de body du... comment il s'appelle? Du Malceptor. Endurance 8, 15 points de vie. Par contre, il a une sauvegarde à 2+, au lieu de 3+, il a pas un invulnérable natif, donc du coup, lui mettre l'invulnérable à 4+, est très très bon. Ça doit être la meilleure adaptation physiologique qui soit accessible, mais c'est aussi une des plus chères. Ensuite, nous avons donc... c'est un personnage qui balance quand même 5 attaques de base, sachant qu'il a un profil d'arme. En fait, il a un profil d'arme en 2 stades différentes. Soit vous allez utiliser les Ravenous Maw qui vont être force utilisateur, PA-1 dégâts 2, mais vous allez pouvoir tripler vos attaques. Ou alors, vous faites vos 5 attaques flat avec la Shoveling Claw, qui est force x2, PA-3, dégâts des 3+3. Ensuite, à chaque fois qu'une figurine ennemie est détruite par le résultat d'une de ses attaques, il regagne 1 point de vie. Il peut regagner comme ça jusqu'à un maximum de 3 points de vie. Il a une aura qui permet d'infliger un -2 à la caractéristique de commandement de toutes les unités ennemies à 6 pouces de lui, et ensuite il explose sur un 6, il inflige des 3 blessures mortelles à l'unité ennemie la plus proche à 6 pouces. Donc en soi, rien d'exceptionnel, même s'il a quand même des facultés de mêlée qui sont assez importantes. Donc n'oubliez pas, c'est un monstre, donc il peut, pour un PC, gagner 1 des 3 attaques. Donc si jamais vous utilisez le profil qui triple ses attaques, bah, c'est 1 des 3 x 3 attaques au final que vous lui conférez, même si bon vous avez une PA-1 seulement, voilà, et vous avez pour un PC aussi, lorsqu'un monstre charge, vous pouvez relancer léger pour blesser. Sachant qu'en Kraken, du coup, bah, il va pouvoir auto-advance de 8 pouces, sachant qu'il bouge de 8 de manière native, donc potentiellement vous pouvez faire 16 pouces, faire votre pouvoir psychique Unlocked et le faire charger derrière. Donc contrairement au Malceptor, si vous pouvez avoir en fait la même mobilité fondamentalement avec le Malceptor, mais ce sera plus pour arriver à portée psychique, pas de surcharge psychique, plus que vraiment pour atteindre la mêlée. Donc on a un Aruspex, on a un doublon de Malceptor, unité de 3 tirs en garde, donc tout nu, unité de Venom Trop, bien sûr, parce qu'on joue avec des layouts Games Workshop aux États-Unis principalement, donc forcément le Venom Trop est très intéressant. Un peu moins en layout WTC, mais il lui reste quand même des capacités très utiles, notamment le Fight Last, qui est très intéressant. L'unité de 3 zoanthropes, 150 points, ça veut dire qu'il a juste pris l'unité de 3 zoanthropes, voilà, c'est confirmé ici. Et ensuite, on va avoir une chier de Raveners, 5, 10, 15, on a 15 Raveners. Donc pour rappel, le Ravener, c'est un body de guerrier tyrannie, donc c'est endurance 5, force 5, 4 points de vie par contre, au lieu de 3 pour les guerriers. Ça bouge de 12, mais par contre ça a la même sauvegarde. Alors, c'est une sauvegarde à 4, faut pas trop leur en demander. Ensuite, on voit qu'il a mis des armes de tir sur chaque Ravener. Donc le Despitter, c'est assaut 3, force 5, PA-2, dégâts 1, portée 24 pouces. Donc potentiellement une unité de 5, ça vous fait 15 tirs, puisque les Raveners touchent aussi bien en mêlée qu'au tir sur du 3+. Pour le reste, une fois qu'ils sont engagés en mêlée, l'adversaire aura -1 pour les toucher. Et donc ce qui est dommage d'avoir mis des armes de tir, c'est que du coup on perd la reroll native des 1 pour toucher avec les Raveners, parce qu'ils peuvent l'obtenir seulement s'ils ne sont pas équipés d'armes de tir. Et vu qu'ils sont équipés d'armes de tir, c'est perdu. Et en Kraken, c'est une amélioration de la pénétration d'armure. Et du coup, vu qu'il joue en double Rending Claw, alors attendez, Raveners Rending Claw, de mémoire ça donne plus en force, PA-4 dégâts 1, donc du coup potentiellement la charge vous êtes PA-5. Donc c'est-à-dire que le Marine vous le découpez. Surtout qu'en ce moment, en Chevalier Gris, on a une tendance à jouer les paladins. Pourquoi? Parce que les paladins ont un pouvoir psychique qui leur permet d'avoir plus 1 la sauvegarde d'armure. C'est-à-dire que quand vous cumulez plus 1 la sauvegarde, l'armure du mépris à -1, puis bon, contre les tirs, on va dire le couvert léger. Mais là, pour la mêlée, si vous êtes PA-4, le paladin il va vous dire déjà t'es PA-3. Et vu que j'ai une sauvegarde à 1+, puisque je me suis mis le pouvoir psychique de plus 1 à la sauvegarde, vu que les paladins ont une sauvegarde à 2+ native, et du coup je vais sauvegarder en 4+, et atteindre la PA-5, ça les fait taper sur une sauvegarde à 5+. Ça c'est plutôt bien. Donc mangez-en des Rending Claw. Alors on va regarder la liste de Joel Wilson, en Léviathan cette fois-ci. Alors, un Hive tirant à pied avec un canon venin, parce que du coup ce n'est plus possible d'avoir deux armes de tir sur le tirant à pied, via la fac. Lash Whip Bonsoir, donc on a en 2+, reroll D1, Psychic Scream, Horreur, on a l'Obliterax. C'est un peu bizarre de prendre un Hive tirant à pied en lui mettant l'Obliterax, parce qu'il va mettre 3 ans à arriver au cas avec lui. Et ensuite on met un Direct Guidance pour donner un +1 to hit sur l'unité base. On a un Neurotrope, donc la Synaptic Tendril, comme d'habitude. Là il l'a pas mis en Warlord, c'est le tyran qui est en Warlord, ok, why not. Et on a, voilà, je l'ai cherché, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il a mis une résonance barbe? Je me disais, ah bah non, et puis, ah bah oui.
Donc c'est bon avec le paroxysme en plus. Donc on a vraiment le neurotrope classique. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a un pack de 6 et 2 packs de 3 Tyrannid Warrior. Ok, très bien. Donc pas de Flèche Hook chez eux parce qu'aux États-Unis il n'y a pas du tout de container sur les layouts Games Workshop. Donc ça ne sert à rien. En élite, donc on retrouve le Death Sleeper avec son Alien Cunning, super OP et compte pour 5. On a la triplette de Malceptor qu'on a tendance à voir sur les listes de L1. Au niveau des choix de soutien, donc on a une triplette de Carnifex. C'est pas Aimé qui nous dirait le contraire, le Carnifex c'est fort, mangez-en. Et on retrouve une harpie en double canon venin, en double canon venin lourd, et la Synaptic Enhancement, donc l'adaptation physiologique Synapse sur la harpie. Alors, note de l'auteur. Pour information, Charlie André est un de mes coéquipiers. Le match a été diffusé en direct et peut être trouvé en ligne. Je ne l'ai pas regardé avant de rediriger cet article. C'est bien, mais moi, si tu me mets pas de lien, je peux pas faire la pub du lien quoi, pour inviter les gens à aller voir la game. Là, c'est juste le Bescos. Donc, bon, bah écoutez, tant pis. Alors, on voit que la partie a été serrée. Il n'y a que 2 points de différence entre les deux joueurs. Sur un résultat WTC, c'est égalité, mais là, vu qu'on est aux US, le moindre point de plus vous donne la victoire. Alors que les Tyrannides sont un sujet à part entière en ce moment, je vais juste dire que Joel Wilson a probablement eu le programme le plus difficile que j'ai jamais vu dans un seul événement. Sur son chemin vers le match de la table supérieure, il a joué contre Matt Root, Jark Harpster, Nick Nadavati, Ben Sherwin et Brad Chester, avant de jouer contre Kyle Perry en demi-finale et de terminer par le match de la table supérieure contre Charlie André. Vraiment un excellent parcours. C'est vrai que si devant lui, il a tatané du Nick Nanavati, du Jark Harpster et du Brad Chester, c'est trois joueurs dont je connais les noms. Matt Root et Sherwin, je connais beaucoup, enfin je connais pas du tout, à dire vrai. Mais en tout cas, le chemin n'a pas l'air d'avoir été de tout repos. Donc du coup, même s'il joue Tyrannide comme un lâche, au moins il mérite sa victoire. Entrer dans la version personnelle de Charlie André d'une liste Tyrannide avec laquelle il a apparemment essayé de s'handicaper en prenant un Aruspex. J'inclus une image d'un Aruspex ci-dessus car il est probable qu'il soit si rare que beaucoup d'entre vous n'en verront jamais un. Le principal avantage de Charlie sur Joel est la vitesse de ses Raveners dans une construction Kraken, car il est beaucoup plus capable de déjouer ou de menacer un objectif au-delà de la portée de menace de Joel. Cependant, Joel dispose de 3 Malceptors, d'un bloc d'infanterie d'objectifs sécurisés et d'un ensemble d'unités de soutien plus résistants que ceux de Charlie, ce qui peut lui permettre de forcer les objectifs et de mettre à rude épreuve la capacité de Charlie à combattre en fin de partie. Cependant, étant donné les dispositions de style Games Workshop de ces plateaux, donc de ces tables, il est possible que Charlie atténue les menaces à distance par un placement judicieux, obligeant ainsi Joel à s'engager en premier. En fin de compte, ce match n'est pas gagné d'avance et se résume probablement à des jets clés et à des mouvements d'embrayage qui conviennent à 2 joueurs ayant joué 9 rondes de l'un des 40K les plus difficiles de cette année. Donc Charlie André, c'est le joueur Kraken qui finit par l'emporter. Kraken, Raveners and Aruspex? Why? Charlie a passé la majeure partie d'un trajet de nuit de 10 heures en voiture avec 4 autres gars sympas, à peindre ses figurines à un niveau acceptable sous la faible lueur de la lumière de la banquette arrière d'une Volkswagen à faire face à un conducteur déterminé à frapper chaque nid de poule. En plus de cela, Charlie a joué la plupart de ses parties en s'handicapant à hauteur de 195 points ou exactement un Aruspex. Sachez que pas une seule personne ne lui a fait oublier qu'il avait remporté un Aruspex, comme un idiot à cet événement. Au final, c'est Charlie qui a eu le dernier mot car l'Aruspex n'a rien fait pendant tout le tournoi, mais n'est en fait pas mort et a donc marqué beaucoup de points sur To The Last. Effectivement, si tout le monde esquive l'Aruspex sans le toucher parce qu'il y a d'autres menaces plus intéressantes, du coup il fait ses points de To The Last. Le reste du base, donc on a Tyrannide avec Joel Wilson en deuxième, Re-Tyrannide, Harlequin, encore du Tyrannide, Blood Angel, Craftor des Orcs. Alors, l'Arlequin, on est sur un light side ass. Je vais esquiver les listes tyrannides, parce que on connaît, on a l'habitude. En tout cas, pour l'Arlequin. Donc, les Arlequins légers, donc c'est les light side ass, s'appuient lourdement sur les Skyweaver avec 3 escouades de 5 et un accompagnement complet de troupes pour les soutenir. Sa vitesse exceptionnelle, sa polyvalence et son excellent sens général ont permis à Kael d'atteindre les demi-finales où il s'est heurté au tyrannide de Joel Wilson. On m'a dit qu'il avait reçu 69 blessures mortelles. Sympa dans ce match. Une chose que les Arlequins adorent, car il a perdu contre le finaliste en demi-finale. Alors, on a un Blood Angel en 6ème position. Pardon, encore un Sam? Ah non, pardon. C'est le premier Sam. Sam est venu du pays de l'érable et de la poutine pour son tout premier événement américain. Donc c'est un Canadien ou un Québécois, un Canadien, voire Québécois,
s'il mange de la poutine. Deuxième Blood Angel à se classer parmi les premiers en autant de semaines. Sam a apporté un noyau lourd de Sanguinary Guard avec quelques outils supplémentaires comme des éradicators, des agresseurs et une unité de Landspeeder Storm Scout pour une approche plus équilibrée dans un terrain qui favorise sa capacité à s'asseoir et à se rapprocher rapidement pour casser la figure de son adversaire. Sam a perdu un match serré en stream contre les Harlequins de Kyle Perry en quart de finale. Brad, l'un des aînés des Craftors, l'a présenté une liste Hail of Doom Masterful Shot qui s'appuie fortement sur des unités individuelles équipées de shurikens comme les Warwalkers et un Wraith Lord, soutenu par un duo de 5 escouades à moto à canon shuriken et un grand nombre de casters et de personnages de soutien. Une liste méchante qui peut infliger une quantité surprenante de dégâts et menacer le centre avant de se mettre à l'abri. Brad a perdu contre le second dans le match de quart de finale. Et enfin on a un Joe Ramuni en orc. Comme quoi ils sont pas encore perdus les orcs. Hein. Vous aimez voir ça les amis, parfois un héros entre dans l'arène pour ramener une faction sous-performante vers la terre promise, et dans ce cas Joe était ce héros. En s'appuyant sur Gaskultraka, quelques Jet Wasbomb et tout un tas de Govbeast, Snaga et Squigog Boys, il a réussi à vaincre 2 listes différentes de Tyrannides avant de perdre contre Manic dans l'événement principal, et à nouveau en finale. Un parcours héroïque, néanmoins Joe a perdu contre Manic dans le match des quarts de finale.